Donc, aujourd'hui, on va discuter optimisation et sécurisation des partenariats R&D. Alors, c'est un sujet assez vaste, on n'a que 45 minutes et 15 minutes de questions. Hem, Ces 45 minutes vont permettre d'aborder, pour moi, les 3 étapes importantes pour mettre en place un partenariat R&D. Ces étapes, ça va être, la sécurisation, le cadrage du projet et le contrat en lui-même, la négociation du contrat en lui-même. Je vais prendre un exemple de projet R&D. Alors j'ai vu, dans les participants, on a une majorité de biotech, mais il y a pas que ça. On a aussi des sociétés dans la robotique, ou dans le logiciel. Les problématiques sont les mêmes. Donc, je vous rassure, vous pouvez rester. Ce que je vais expliquer s'applique aussi bien à un projet de biotech qu'à un projet, dans un autre domaine, tant qu'il y a des travaux de recherche, de développement ou d'innovation. Un exemple classique de ce que j'appelle un projet R&D. Vous avez par exemple développé en interne, une bibliothèque de molécules. Vous, décidez de chercher, une application, vous faites un screening, de votre bibliothèque de molécules avec une université. Cette université identifie, 10 candidats qui, sont potentiellement actifs, biologiquement. Parmi ces 10 candidats, vous en choisissez un et vous, décidez de faire appel à une CRO, une société de recherche contractuelle pour confirmer l'efficacité. Elle confirme l'efficacité biologique. Vous faites une composition en interne. Cette composition en interne, vous allez l'industrialiser, avec un partenaire industriel pour arriver à un produit fini. Là, on a toute la chaîne de valeur d'un projet R&D, depuis votre actif, votre patrimoine intellectuel à la base jusqu'au produit, prêt à commercialiser. Heu, Quand vous allez travailler avec un partenaire, externe, il y a une méthodologie à avoir. Alors je dis pas que vous allez l'appliquer dans le détail à chaque projet. Sur des petits projets, vous allez peut-être faire juste un devis, vous allez peut-être juste faire, un accord de transfert de matériel, si c'est simplement pour, que le partenaire évalue, son envie de commercialiser le produit. Mais là, ce dont je vous parle, c'est pour un vrai projet R&D qui est censé donner des résultats innovants, donc des résultats potentiellement protégeables par des droits de propriété industrielle ou à minima par le secret des affaires, on va en parler plus tard. Hem Et dans ce cas-là, il y a une chronologie de partenariat à appliquer. Cette chronologie, elle commence par quoi? Elle commence par horodater ce qu'on appelle ses connaissances propres. Il faut que vous fixiez la date à laquelle vous étiez titulaire du savoir que vous allez mettre en œuvre dans dans ce partenariat. Idéalement, vous avez peut-être déjà déposé un brevet, mais l'horodatage, c'est ce qui va permettre de sécuriser, votre patrimoine intellectuel avant de rentrer dans une collaboration. Cet horodatage, il prend quelle forme? Il peut prendre la forme d'une enveloppe solo, il peut prendre la forme, d'un d'un dépôt chez le notaire, il peut prendre la forme d'un horodatage dans la blockchain. Il y a différentes méthodes. Mais une fois que vous avez horodaté, on va devoir sécuriser les échanges avec le partenaire. Sécuriser à la fois le côté, relatif aux informations, mais aussi quand vous allez échanger du matériel, il y aura des points d'attention dont on va discuter. Ensuite, vous allez cadrer techniquement le projet avec votre partenaire. Alors, certaines personnes pensent avoir, souvent déjà cadré avec le partenaire. On en a discuté, on a fait un paragraphe, on sait ce qu'on va faire. Quand je parle de cadrage technique, je vais vous lister une liste de points, c'est beaucoup plus large que ça et c'est, à mon sens, aussi important, voire plus important que le contrat. Un contrat sans bon cadrage technique, sans avoir défini exactement ce qu'on veut ressortir du projet, exactement quelles sont les parties impliquées, les travaux à réaliser, et cetera, le contrat, il ne servira à rien, sans avoir un cadrage technique correct, qui sera annexé au contrat. Ensuite, il y aura une phase de négociation, une phase de contractualisation, où vous allez mettre en place donc le support papier, donc le support juridique qui va formaliser, votre partenariat. Vous allez exécuter le projet R&D, puis exploiter les livrables. Pour chacune de ces étapes, il y a des outils. Nous, aujourd'hui, on va discuter principalement de la sécurisation jusqu'à la contractualisation, puisque ce que vous allez prévoir dans le cadrage et la contractualisation va vous permettre ensuite d'anticiper l'exécution du projet R&D, voire normalement, à minima, les grandes lignes de l'exploitation des livrables. Heu, Chaque phase peut résulter en un abandon.
c'est classique. Ce qu'il faut éviter, c'est, que cet abandon ait de fortes répercussions sur l'entreprise. Donc on va regarder comment mitiger ce risque, que ce soit un abandon dès le cadrage, un abandon dès la négo ou un abandon pendant le projet. Et bien sûr, il y aura des problématiques de révision du projet ou d'amélioration continue en phase d'exploitation qui demandent, à ce que le projet, enfin le support juridique qui va encadrer votre partenariat soit flexible. Alors, ce webinaire, je l'ai appelé «Sécuriser et optimiser». Évidemment, sécuriser, optimiser, ça peut, vouloir tout dire et rien dire. Donc, quand je parle de sécuriser, je parle, on va sécuriser l'engagement des parties, on va sécuriser la confidentialité, la propriété industrielle, que ce soit en propriété, mais aussi en liberté d'exploitation et en exclusivité d'exploitation. Être propriétaire d'un brevet ne veut pas dire que vous avez le droit de l'exploiter. Inversement, le fait que vous ayez le droit d'exploiter une technologie ne veut pas dire que vous êtes propriétaire d'un brevet. Le fait d'avoir une licence d'exploitation sur quelque chose ne va pas non plus vous donner l'exclusivité, sauf si vous avez bien prévu la chose et que c'est une licence exclusive. On va aussi sécuriser, les aspects de concurrence, puisque, le fait d'avoir fait un accord avec quelqu'un par lequel il s'interdit de divulguer ce que vous lui avez, divulgué vous-même, ne va pas l'empêcher, de devenir un concurrent, si vous n'avez pas prévu, des dispositions, spécifiques à la non-utilisation, en plus de la non-divulgation. Hem, on va aussi discuter de sécurisation des aspects financiers et de prise de décision. Pourquoi? Puisque la prise de décision, c'est ce qui vous «sécurisera» entre guillemets le plus, si vous êtes maître de votre projet ou du moins que vous avez de la clarté sur le pilotage de ce projet, vous serez sécurisé. En matière d'optimisation, il y a aussi bien l'optimisation opérationnelle, que l'optimisation financière. L'optimisation, opérationnelle, quand j'entends optimisation opérationnelle au sens des partenariats, ça va être accélérer la négociation, fluidifier votre projet et prévoir le changement et l'échec. Quand je parle d'optimisation financière, le premier point, c'est les financements publics, puisque vous faites un partenariat R&D, contrat que vous allez faire, le cadrage projet que vous allez faire, la nature même de votre projet devra idéalement être articulé de sorte à pouvoir activer des financements publics, que ce soit un PIA, un EIC, ou même une bourse French Tech sur une étude de faisabilité. Des plus petites subventions aux plus grosses, vous aurez besoin de présenter un accord de prestation de service, un accord de consortium, un régime de propriété des droits. Tout ça, ça va venir en appui à vos financements publics. Au niveau fiscal, de la même manière, sur ce qu'on appelle en 2022 le CICO, vous allez faire un crédit d'impôt pour optimiser la fiscalité de votre partenariat avec un ORDC, un organisme de recherche et de diffusion des connaissances. Si vous voulez profiter du CICO, il faut que le contrat cadre avec les prérequis. Les prérequis, ils sont bien précis. En matière de CIR, c'est pareil. Si vous avez un contrat d'acquisition, au lieu d'avoir un contrat de prestation de service avec une personne agréée, vous ne pourrez pas activer votre CIR sur ce contrat. Donc voilà, optimiser, sécuriser, deux notions séparées, mais on va utiliser des moyens assez similaires pour encadrer tout ça. La sécurisation des échanges, première étape. Donc indispensable, une fois que vous avez divulgué, c'est trop tard. Alors c'est trop tard, on peut faire des contrats rétroactifs, mais vous êtes à la «merci» entre guillemets de votre partenaire. Donc pourquoi est-ce qu'on sécurise? Ça a été explicité dans une réforme en 2018 du secret des affaires. Heu, pardon, la réforme de 2016. Le droit des contrats, en parlant de sécurisation des échanges de matériel que c'était en 2018. Donc, sans contrat, les informations obtenues dans le cadre des négociations, elles sont confidentielles. Cependant, vous avez toujours un risque de litige sur l'identification de l'information qui a été communiquée. Est-ce que c'est bien l'information litigieuse qui a été communiquée pendant les négos? Le caractère confidentiel de l'information communiquée. Est-ce que le fait que chaque qu'une molécule et une cible étaient dans le domaine public, rend le combo, molécule cible lui-même public,
Ça, c'est toujours ouvert à débat. Alors que si vous avez bien précisé dans votre accord de confidentialité ce que vous alliez divulguer, l'application, et cetera, il n'y a pas de doute sur le fait que ce que vous avez transféré était bien confidentiel. Ou du moins, il y en a beaucoup moins. La durée de l'obligation, c'est confidentiel pendant combien de temps? Puisque depuis 2016, encore une fois, les engagements perpétuels sont prohibés. En tout cas, ça a été explicité en 2016. Le droit d'utilisation de l'information communiquée, puisqu'il faut bien préciser ce que la personne qui reçoit, l'information a le droit de faire avec cette information. Et tout ça, c'est source de litige malgré l'existence du principe qu'il faut garder à l'esprit, que si vous recevez quelque chose dans le cadre des négos, normalement, c'est confidentiel. Le contrat va venir vous sécuriser. Hem, pour pardon, le transfert, d'informations, je vous donne juste un exemple. Si vous mettez comme objet, le fait que l'accord de confidentialité a pour but de discuter la faisabilité d'un accord commercial entre partenaire A et partenaire B. Le contrat, il est littéralement rattaché à rien. Pourquoi il est rattaché à rien? Puisque vous n'avez pas du tout identifié ce que vous alliez communiquer. Je prends un exemple bien mieux rédigé. Si vous mettez: «Le contrat vise à divulguer, sous couvert de confidentialité, un nouveau modèle d'explant cutané, pour étudier, le microbiome, grâce, enfin, pour que l'université, fasse une étude du microbiome grâce à cet explant cutané». Là, vous avez clairement, si jamais on se pose la question de qui a dévoilé le modèle, d'explant cutané, ben, il y a pas de doute. Vous avez l'accord de confidentialité qui est bien cadré et rattaché à l'objet des discussions. Donc l'accord de confidentialité, c'est un document, mais qui va pas suffire si vous envoyez, je reprends le même exemple, votre explant cutané, si vous l'envoyez à une université, ça ne va pas suffire. Pourquoi? Parce que, sans contrat, le destinataire d'un matériel est libre de faire du reverse engineering. C'est la réforme du secret des affaires de 2018 qui a un peu, entériné ça dans le code de commerce en disant le fait de décompiler ou de déconstruire du matériel était un mode d'obtention licite d'informations. Donc si on combine ça avec le principe comme quoi le détenteur légitime d'un secret des affaires est celui qui la contrôle de façon licite, on arrive à la conclusion que sans contrat, celui qui découvre des informations sur votre matériel est propriétaire de ces informations. Oui, vous avez eu un accord confidentialité, mais cet accord confidentialité, il couvre les informations dont, dont vous aviez connaissance et que vous avez transmis à votre partenaire. Mais si votre partenaire a découvert une nouvelle application de votre matériel que vous ignoriez, ou si votre partenaire a utilisé votre matériel pour faire des essais et développer un nouveau produit, vous n'avez aucun droit sur sur ces nouvelles informations. Et c'est pour ça qu'on va devoir définir un certain nombre de points supplémentaires, et notamment ce que vous transférez, en quelle quantité, ce qu'ils ont le droit de faire avec, combien de temps ça doit durer, les livrables que vous attendez, puisque si vous les autorisez à faire des essais sur votre propre matériel propriétaire, que ce soit un logiciel, un robot, un explant cutané, c'est toujours la même chose. Vous les autorisez à travailler avec votre matériel, vous vous attendez à être informé des résultats. Donc tout ça, on va le prévoir. À la fin du projet, à la fin des discussions, qu'est-ce qu'ils font du matériel? Une fois qu'ils ont fait leur étude pour voir s'ils voulaient rentrer dans un partenariat avec vous, est-ce qu'ils le retournent? Est-ce qu'ils le détruisent? Mais surtout, le régime de propriété industrielle des données concernant votre matériel. Alors, si je mets juste les données relatives au matériel, la propriété industrielle relative au matériel, oui, vous serez protégé sur votre matériel, en l'état. Mais tout ce qui est modification de votre matériel, amélioration de votre matériel, nouvelles applications de votre matériel,
Ça, si on ne le prévoit pas dans le contrat, on ne sera pas couvert. Alors il y a des dispositions spécifiques en droit de la concurrence qu'il faut au niveau européen, qu'il faut prendre en compte, mais ça, je ne vais pas rentrer dans le détail. On n'est pas libre de marquer ce qu'on veut. On n'est pas libre de s'approprier quand on demande à quelqu'un de faire des travaux, on n'est pas, s dans le cadre d'une licence, par exemple, on n'est pas libre de s'approprier, tout ce qu'il découvre, gratuitement, du moins. Il y a des réflexes à avoir, mais déjà, le but de ce webinaire en 45 minutes, c'est de connaître les points principaux sur lesquels s'attarder. Donc vous avez sécurisé vos informations, vous sécurisez votre transfert de matériel. Maintenant, vous pouvez commencer, votre partenaire est intéressé, du coup, il a eu les infos, il a eu votre matériel, il se dit: «OK, on va travailler ensemble, on va faire un projet». Vous réunissez avec lui, vous vous mettez à cadrer le projet. Pourquoi vous cadrez le projet? Le cadrage du projet, ça va être l'occasion de rappeler vos connaissances propres, donc de rappeler que vous avez un brevet, de rappeler que ça, c'est bien un secret des affaires, de rappeler que vous vous engagez à mettre que tel budget. Donc, vous rappelez vos connaissances propres, mais surtout, vous allez aussi révéler les connaissances propres tierces. C'est-à-dire que si votre partenaire a un brevet qui pourrait potentiellement rendre les résultats pas libres d'exploitation, c'est-à-dire que il va vous aider sur le projet, vous allez faire une techno, vous allez finir le projet, avoir un livrable, et puis là, au moment où vous avez le livrable, que vous souhaitez vous commercialiser, vous découvrez qu'il n'est pas libre d'exploitation parce que votre partenaire a intégré sa techno. Ça, on doit le découvrir tout de suite en faisant le cadrage projet. Si je prends le cas classique qu'on découvre, enfin qu'on découvre, normalement si c'est bien fait, on ne le découvre pas, mais souvent quand on intervient sur des missions pompiers, c'est sur du logiciel. Vous faites appel à quelqu'un pour, développer, un logiciel pour votre matériel, puis vous vous rendez compte que, le noyau, 90 de votre logiciel, c'est des connaissances propres de votre prestataire. Ça, c'est inacceptable de découvrir au moment de l'exploitation que vous devez prendre une licence sur la technologie de votre partenaire, ça ne devrait pas arriver, et la solution, c'est le cadrage projet. Ensuite, le cadrage, il va aussi servir à identifier et éviter les concurrents potentiels. Pourquoi? Puisque, dans le cadrage projet, on va le voir après les différents points, mais on va mettre à jour les filiales, les sous-traitants de votre partenaire qui pourraient potentiellement être des concurrents. On va maîtriser le flux d'informations, toujours dans ce contexte. C'est-à-dire que si jamais il y a un sous-traitant, qui devrait pas avoir d'informations relatives à tel ou tel projet, et ben, on va pouvoir circonscrire dans le cadrage projet, quelle tâche exactement ce sous-traitant va mener. Heu, Évidemment, engager les moyens des parties, c'est assez évident, mais le cadrage projet, il est principalement commun, sauf pour la partie apport des parties, puisque, ça va être décliné pour chacune des parties pour qu'on soit bien au clair sur qui apporte quoi au projet. Ce qui peut d'ailleurs être un critère de détermination de l'API. J'essaie toujours de l'éviter, de dire que la propriété intellectuelle sera à la hauteur des apports des parties. Si c'est pas financier, c'est dur à évaluer, et personne ici est commissaire aux comptes pour aller définir si, telle ou telle technologie représente tel ou tel pourcentage de l'API. Mais en tout cas, engager les moyens des parties en les mettant noir sur blanc, ça va quand même résoudre, un bon paquet de problèmes. Optimiser, on va le voir, mais certaines des parties qu'on va mettre dans notre cadrage projet vont être utilisées pour identifier et pour justifier les demandes de fonds publics. Encore une fois, que ce soit un PIA dans le cadre du plan France Relance ou un EIC dans le cadre de Horizon Europe, vous aurez toujours besoin de justifier votre projet, et il faut rattacher le contrat à son projet et rattacher le projet au financement. Donc c'est toute une logique, un corpus qu'on va créer comme ça, et le cadrage projet, c'est la base. Optimiser sa fiscalité, donc je l'ai déjà un peu annoncé, donc dans le cadrage projet, on va définir, vraiment l'objet des travaux, faire ressortir le caractère R&D des travaux si c'est, quelque chose qu'on entend valoriser dans le cadre d'un CICO ou d'un CIR, faire valoriser le côté innovant du projet si c'est à valoriser dans le cadre d'un CI. On va identifier les parties pour s'assurer qu'elles aient bien un agrément sur toute la durée du projet, parce que votre partenaire avec qui vous signez, qui vous dit: «Je suis agréé hier», et l'année d'après, son agrément a expiré, vous vous retrouvez avec un manque à gagner de 30. Ça, c'est ce qu'on essaye d'éviter en ayant un cadrage projet précis,
qui explique bien vos prérequis, leurs prérequis et les parties impliquées. Le cadrage projet va aussi permettre de clarifier le pilotage, puisqu'on va dire qui est impliqué au niveau technique, qui est impliqué au niveau stratégique, qui va aller déposer les brevets, qui va coordonner, le tout. Ça se fait dans le cadrage projet. Et vu qu'on va définir, des étapes, des milestones, des phases, on va pouvoir permettre une sortie de projet plus facile. Heu, Ça en combinaison avec ce qu'on va mettre dans le contrat, ça permettra d'optimiser les sorties de projet. Donc, pour atteindre tous ces objectifs, qu'est-ce qu'on va cadrer? On va cadrer le contexte, qu'il soit stratégique ou technique, les parties, c'est-à-dire qui va signer, qui va signer et du coup, qui se porte fort de ses filiales et ses sous-traitants. Donc signataires, les statuts des signataires, est-ce qu'ils ont un agrément? Est-ce que c'est un ORDC? Est-ce que c'est une société privée? Est-ce que c'est une asso? Est-ce que c'est une fondation? Est-ce que l'argent que je lui donne aura tel ou tel régime? Tout ça, on va le prévoir dans le cadrage. Heu, les filiales impliquées, si vous faites un contrat avec un grand groupe, il y a un tel magma de filiales qu'il faut absolument que vous sachiez qui sera impliqué pour pouvoir, contrôler au moins sur le papier le flux de votre information. Les sous-traitants, l'agrément des sous-traitants. Voilà, donc au niveau des parties, c'est ce qu'on va définir. Au niveau des phases, on va définir les tâches, les milestones, les go, no go, et les livrables. J'appuie vraiment, l'importance de mettre des go, no go dans vos gros projets. Un projet qui dure 3 ans à 300 000 €, vous devez avoir des go, no go. Sur un projet à 10 000 €, 20 000 €, 30 000 €, vous aurez pas de go, no go. Mais enfin je prends un projet, qui dépasse le million. Si vous n'avez pas prévu de sortie à chaque phase, non seulement c'est pas très intelligent d'un point de vue stratégique, mais en plus ça ne reflète pas le caractère R&D de votre projet ou du même innovation. Puisque, si je prends la définition de Frascati, le manuel de Frascati, vous pourrez regarder, c'est ce qui permet heu, aux dispositifs fiscaux de qualifier ou non ce qui est de la R&D ou pas, il faut qu'il y ait un caractère incertain. Donc, non seulement d'un point de vue stratégique, mais aussi d'un point de vue fondamental sur le fond du projet, il faut prévoir des go, no go. Si votre étude de faisabilité échoue, qu'est-ce qui se passe? Et à chaque phase, quel livrable on attend? Le livrable, c'est pas juste l'identifier, c'est dire qu'est-ce qu'on veut concrètement obtenir? Si c'est, définir l'efficacité d'un actif biologique, vous allez pas répondre en oui ou non. Oui, c'est actif. Alors je caricature, hein, mais c'est tous des cas que j'ai déjà rencontrés. C'est-à-dire qu'on a un problème, cette société, nous a donné des résultats, c'est pas ce niveau de détail qu'on attendait. Là, ils nous ont juste donné, tel ou tel niveau de détail. Nous, ce qu'on voulait, c'était telle analyse avec tel niveau de précision. Quand je dis définir les livrables, c'est plus large que ça. Heu, les tâches, donc classique, gestion de projet. Quels travaux on va faire? Quand? Combien de temps ça va durer? Quels sont les apports des parties qui vont être impliquées? Où est-ce qu'on va faire ce projet? Quelle partie au contrat est responsable? Et quels sont les tiers impliqués? Sous-entendu, si un tiers, rate, quelle est l'entité qui se porte fort de ce sous-traitant? Parce qu'il est arrivé, et je l'ai vu, que 2 personnes morales, donc 2 sociétés, fassent appel à un sous-traitant plus ou moins ensemble, que l'un considère que c'est le sous-traitant de l'autre, et que l'autre considère que c'est le sous-traitant de l'autre. On se retrouve avec des litiges sur des incompréhensions. Hem Au niveau pilotage, donc je l'ai un peu introduit, on va définir, qui est dans le comité technique, c'est-à-dire qui va prendre les décisions scientifiques sur le projet, réorienter le projet si nécessaire au niveau technique, abandonner tel ou tel pan de travaux R&D. On a le comité stratégique qui lui va prendre des décisions qui affectent vraiment le devenir du projet et toute la partie commerciale. C'est-à-dire, est-ce qu'on abandonne le projet? Est-ce qu'on fait rentrer ou sortir un nouveau sous-traitant, une partie au projet? Est-ce qu'on va déposer un brevet? Donc ça, c'est plutôt le comité stratégique.
On va définir, qui est coordinateur. Ça, c'est une personne physique qui va, en général, s'assurer de, réunir les comités, de, recevoir les notifications des parties et cetera. Et enfin, on a le mandataire commun. Alors depuis, je crois que c'est janvier 2020, quand c'est entre universités, ils ont un mandataire unique. Moi, ce que j'appelle mandataire commun, c'est, dans le contrat, celui qui va, gérer la procédure brevet, qui va déposer, qui va, qui va se coordonner avec le cabinet, et cetera. Le mandataire commun, le comité technique, le comité stratégique, le but dans le cadrage projet, on va uniquement identifier les personnes. C'est-à-dire que, on est vraiment sur opérationnellement qui s'en charge. C'est dans le contrat, on va le voir un peu plus loin, c'est dans le contrat qu'on va définir, le détail des rôles de chacun. C'est-à-dire quelle décision a le droit de prendre le comité technique, quelle décision a le droit de prendre le mandataire commun. On en parlera un peu plus en détail plus loin dans la discussion. Et bien sûr, les apports des parties. Quand je dis apports, c'est les apports financiers, bien sûr, mais aussi humains. Si vous avez envie d'avoir un PI, un Principal Investigator, précis sur le projet, si vous avez un expert que l'université vous a promis, il faut le mettre dans le cadrage. Puisque si cet expert, il change d'université du jour au lendemain et que vous vous retrouvez avec, sans que ce soit péjoratif, un jeune docteur, au sens, pas au sens fiscal du terme, mais un jeune docteur qui n'a pas vraiment d'expérience dans le domaine, et bien vous voudrez avoir la faculté de résilier, ou du moins d'avoir recours à l'imprévision. Ça, si vous n'avez pas identifié clairement la qualité des personnes, le nombre de personnes qui vont être impliquées sur le projet, ce ne sera pas possible. Vous vous engagez sur de l'inconnu. Le matériel? Est-ce que, on vous a promis, une machine, de cytométrie de flux, on vous a promis, de vous fournir en consommables et cetera? Il faut le prévoir dans le contrat. Et enfin, le plus important, vos connaissances propres. Il faut que vous précisiez votre patrimoine intellectuel, ce que vous savez, ce que vous allez divulguer, que ce soit des secrets des affaires, par exemple un process propriétaire pour permettre d'accélérer tel ou tel essai, un brevet qui couvre une lignée cellulaire qui est avec le numéro du brevet, euh, euh, un logiciel, une base de données qui serait couverte par le droit sui generis des bases de données et le droit d'auteur. Euh, Base de données, logiciel, brevet, certificat d'utilité, topographie de semi-conducteurs, certificat d'obtention végétale, tous ces titres, il faut les lister si vous en avez dans les connaissances propres. Mais aussi ce que vous n'avez pas couvert par des titres, votre savoir-faire, qui a quand même une valeur. Bon, alors ça peut être un nouveau sujet entier, mais le secret des affaires a une valeur, peut faire l'objet de licence, peut être cédé. Tout ça, il faut détailler vos connaissances propres. Vous avez sécurisé vos échanges, vous avez cadré votre projet, vous commencez à discuter: «OK, maintenant qu'est-ce qu'on va mettre dans le contrat? Quels sont les termes de notre partenariat?» On sait très bien ce qu'on veut réussir à faire, on sait très bien les moyens dont on a besoin. Maintenant, comment, d'un point de vue stratégique, on va mettre ça en place? Je vous résume très brièvement. Bien sûr qu'il y a plein d'autres points, hein, quand on met en place un partenariat, et ils sont pas tous pareils. Mais en général, on retrouve toujours les mêmes problématiques. Le pilotage, quels sont les rôles des comités que j'ai introduits plus tôt, scientifiques, techniques, les coordinateurs, les rôles des coordinateurs, rôle des mandataires. Quand je dis rôle, je dis sous-entendu délégation, autorisation. Par exemple, je prends le mandataire. Qu'est-ce que le mandataire a le droit de faire? Est-ce que si le cabinet de pays veut supprimer une revendication du brevet, est-ce que le mandataire a le droit de dire oui ou non? Ou est-ce qu'il doit faire appel au comité stratégique? S'il faut engager un nouveau sous-traitant, est-ce que c'est le comité scientifique qui le fait, ou est-ce que c'est le comité stratégique qui regroupe non seulement des scientifiques, mais plutôt des dirigeants ou des directeurs commerciaux ou des chefs de projet? Quel est le comité qui va prendre cette décision? Évidemment,
Prise de décision, quand je dis modalité de prise de décision, ça va être le quorum, combien de personnes doivent être présentes pour prendre une décision. Sur un petit projet, en général, on va avoir 2 parties, on va avoir 2 personnes de chaque partie. Donc ils sont 4. Est-ce que si, un jour ils arrivent et ils sont 2, ils ont le droit de prendre une décision? Sous-entendu un de chaque partie. Heu, heu, le mode de prise de décision, est-ce que c'est à la majorité? Est-ce que c'est à l'unanimité? Si s'il y a une égalité des voix ou si c'est, à l'unanimité mais qu'il y a un litige, quelle procédure on prévoit? Est-ce qu'il y a une escalade auprès par exemple, hein, une des solutions, ça peut être une escalade auprès des dirigeants de la société. C'est-à-dire, que heu j'ai 2 PME par exemple qui font un partenariat. Les 2 chefs de projet, sont pas d'accord sur, le fait d'abandonner, un axe de recherche. Et ben, si le litige perdure, c'est les dirigeants qui doivent prendre le projet. S'ils sont pas d'accord, on a une procédure de, comment dire? Résolution de litige. Bon, en général, on n'en arrive pas là, mais avoir prévu ça, ça permet de grandement fluidifier, la prise de décision. Heu et il y a un point que j'ai pas forcément précisé là, la fréquence à laquelle les comités se réunissent. Je pense que si vous avez fait des partenariats R&D, vous savez tous que la plus grosse problématique dans la mise en place des partenariats, c'est le fait que et dans l'exécution, c'est que le fait qu'en général, ça tend à s'enliser. Ça et on ne sait pas, on fait des réunions à droite, à gauche, il y a pas tout le monde. Ça fait 3 mois qu'on attend les résultats, on ne sait pas où ça en est. Si vous avez prévu dans le contrat des fréquences pour se réunir, si le coordinateur se charge d'organiser la réunion, hem, votre pilotage, normalement, il va être comme sur des roulettes. Hem Ensuite, on va définir la propriété industrielle. Donc, propriété industrielle, ça va être les connaissances propres que j'ai déjà introduites, mais aussi les connaissances nouvelles. Heu, Qu'est-ce qu'on va définir? On va définir la propriété, à qui appartiennent les connaissances nouvelles? Est-ce que les connaissances nouvelles appartiennent à une partie, ce qu'on appelle des connaissances nouvelles propres? Ou est-ce qu'elles sont en propriété conjointe, connaissances nouvelles conjointes? Qu'est-ce qu'on a le droit d'en faire pendant le projet? Qu'est-ce qu'on a le droit d'en faire après le projet, en phase d'exploitation? Est-ce qu'on a le droit de les exploiter commercialement? Parce que, par exemple, je fais un projet avec une université, elle, ce qu'elle va vouloir, c'est publier et faire de la R&D. Mais du coup, il faut contrôler ça. Est-ce que vous voulez qu'ils fassent de la R&D avec n'importe qui? Est-ce que vous voulez qu'ils puissent faire de la R&D en interne? Est-ce que vous voulez avoir un droit de veto si jamais ils ont prévu de faire de la R&D sur votre projet avec un tiers? Tout ça, on va l'encadrer dans la partie propriété industrielle d'utilisation des connaissances nouvelles. Heu, En phase d'exploitation, c'est encore plus flagrant. C'est là qu'on va avoir les plus grosses discussions. Les connaissances nouvelles, est-ce qu'elles vont, être libres, d'exploitation pour chacun à titre gratuit? Est-ce que l'un doit rétribuer l'autre? C'est ce qu'on voit souvent sur les, partenariats public-privé. Est-ce que, il va y avoir de l'exclusivité? Si oui, dans quel territoire? À quelles conditions? Est-ce qu'il va y avoir un objectif à atteindre pour maintenir l'exclusivité? Tout ça, on va le prévoir dans la partie, propriété industrielle. Et je l'ai un peu introduit en parlant du mandataire, mais, dans le régime de propriété industrielle, on va aussi prévoir tout ce qui est dépôt de titres. Est-ce qu'on va déposer? Qui va déposer? Et cetera. Enfin, qui va posséder les titres, qui va être nommé comme inventeur, donc tout ce qui est afférent vraiment aux droits des parties sur les titres. Hem, Confidentialité et publication. Alors, souvent, on y passe, on passe au-dessus, en se disant: «On met les clauses standards». Oui, mais les clauses standards, est-ce qu'elles matchent la stratégie pays que vous avez définie? Est-ce que si je fais un logiciel et que j'ai prévu de le mettre open source et que j'en ai pas informé mon partenaire, est-ce que je suis pas en train de me mettre une clause qui va complètement ruiner mon projet? Est-ce que, si, je travaille avec l'université et que je lui dis qu'elle a le droit de publier, hem, on va, ce sera une université,
Je lui dis qu'elle a le droit de publier, qu'elle a juste besoin de me donner l'autorisation. Est-ce que je suis pas en train de tuer mes chances d'un brevet si je n'ai qu'un droit de regard et pas un droit de veto sur la publi? Si j'ai le droit de retarder, mais que 2 3 mois, alors que la publication du brevet, elle a lieu, si on demande pas une publication accélérée, elle a lieu au bout de 18 mois, est-ce que, je suis pas en train de me tirer une balle dans le pied? Donc voilà, on va sécuriser au niveau confidentialité et publication et le point important, on va prévoir dans le contrat l'effet des milestones qu'on a prévus dans le cadrage. C'est-à-dire que dans le cadrage, on a défini des go, no go, elles auront des effets sur les paiements et sur la résiliation. Pourquoi sur les paiements? Vous faites un accord avec une université. Elle va vous dire: «OK, le budget, c'est 80 000 €, le projet, il dure 6 mois, on va faire ça, 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 il y a une étude de faisabilité et après il y a une étude, pour trouver, un adjuvant adéquat» ou quelque chose comme ça. L'étude de faisabilité échoue. Vous vous êtes engagé sur 80 000 €. Vous n'avez pas rattaché les paiements au milestone. Heu, vous demandez un remboursement. On vous répond: «Non, non, non, nous, on a bien dit qu'on pouvait assigner le budget comme on voulait, on a déjà dépensé 80 000». Vous ne pouvez rien dire. Enfin, vous pouvez engager un litige, mais vous n'avez pas de support clair et défini sur: «OK, l'étude de faisabilité coûte tant, le fait de trouver, le bon excipient, ou quoi, tout coûte tant». Hem, sur la résiliation, les milestones doivent prévoir, votre sortie du projet, la sortie de votre partenaire, que ce soit anticipé. Comment négocier? Alors, moi, c'est peut-être parce que j'ai eu une grosse influence en ayant travaillé aux États-Unis, mais j'aime beaucoup les term sheets. Les term sheets, c'est quoi? C'est un document non contraignant qui récapitule les principaux termes du partenariat. Ces termes, elles vont en général prendre la forme d'un tableau ou en tout cas de phrases très succinctes. Hem, ça va permettre de rédiger le contrat, votre conseil. Alors moi, c'est un peu particulier parce que je vais accompagner depuis le début, du coup, je vais en général réaliser les term sheets avec le client et cetera. Mais si vous avez un juriste en interne ou un avocat, vous allez, lui envoyer la term sheet, la rédaction du contrat, elle sera beaucoup plus rapide, il y aura beaucoup moins d'allers-retours. Ça va, du coup, accélérer aussi votre négo, puisque quand vous vous êtes mis d'accord sur une term sheet, en général, le contrat, il ne fait que, formaliser et encadrer juridiquement un peu les termes sur lesquels vous vous êtes mis d'accord. Mais surtout, vu que ça accélère la négo, ça révèle les deal breakers. Souvent, on découvre des deal breakers alors qu'il y a un juriste qui a passé 2 semaines à faire des allers-retours avec le chef de projet pour arriver à un contrat qui tienne la route, qui fait 20 pages et qui est absolument fini. Alors que si vous aviez fait une term sheet de 2 pages, vous vous seriez rendu compte qu'en fait, votre partenaire, il voulait l'exclusivité d'exploitation alors que c'était pas dans vos plans. Il voulait, intégrer, comme sous-traitant, intégrer le droit de changer de sous-traitant comme il veut alors que vous n'êtes pas d'accord. Voilà, on va pouvoir révéler les deal breakers le plus tôt possible. Type de contrat, alors je vais essayer d'accélérer un peu pour qu'on ait le temps de poser des questions vu qu'on a commencé un peu en retard. Faut savoir le type de contrat, il a pas d'impact sur l'effet juridique. Malgré cela, le titre du contrat, il va déjà aider les personnes impliquées à comprendre. Si vous dites: «Je vous envoie un NDA», vous savez déjà de quoi ça va parler. Heu, mais ça va aussi aider à répondre aux critères des guichets de financement et de l'administration fiscale. Donc vous mettez en place, un accord de consortium. Heu, si vous l'appelez, contrat de prestation de service ou, contrat de collaboration R&D, il va avoir beaucoup plus de mal à passer quand vous allez l'envoyer à l'ADEME pour débloquer votre PIA, par exemple. L'administration fiscale, pareil, vous activez l'IP Box. Donc vous activez l'IP Box pour faire descendre votre IS de 26 à 10 sur les revenus de licence, par exemple. Vous activez l'IP Box, mais vous envoyez un contrat de fourniture de service. Peut-être qu'il y a une clause de licence, dans votre contrat et que les redevances, c'est majoritairement de la licence. Mais si le contrat n'a pas le bon titre, je peux vous dire que votre projet va être, scruté et va soulever beaucoup plus de drapeaux rouges qu'il ne devrait.
Les types de contrats, je vous les passe rapidement en revue. Contrat de collab classique, c'est deux parties qui mettent, des moyens ensemble pour mener des travaux R&D. Ça, c'est ce qu'on appelle, enfin, c'est ce qu'on utilise le plus classiquement, pour formaliser un accord de partenariat R&D. Ensuite, on a les contrats de recherche sponsorisés, ce qu'on appelle les SRA aux États-Unis ou les awards. C'est une partie qui fait les travaux et l'autre qui fournit les moyens financiers. En général, ça va être du public-privé. Les consortiums, donc en général, c'est pour plus de 2 parties. On va vraiment, rentrer dans le détail de tout ce que j'ai expliqué et exploiter cela en général dans le cadre de projets financés comme les PIA, les EIC et cetera. Enfin, pas forcément, hein, souvent on l'utilise dans le cadre de ces projets-là, mais on peut tout à fait faire un consortium qui n'est pas financé par le public. Les contrats de sous-traitance, donc bon, assez évident, on va sous-traiter les travaux R&D, par exemple, auprès d'une CRO. Les accords cadres de fourniture de services, donc c'est comme un contrat de sous-traitance, on va encadrer, tous les droits et obligations des parties, donc du sous-traitant, l'API et cetera. Mais ce contrat n'entrera en vigueur, ne s'appliquera que pour ce qu'on appelle des contrats d'application. En d'autres termes, ce contrat, il va servir à gérer la relation avec votre CRO sur le long terme et il s'appliquera à chaque fois que vous signerez un devis qui constituera alors un contrat d'application, même si on peut faire des contrats d'application plus étoffés. L'accord cadre s'appliquera à chaque fois que vous lancerez une mission. Le contrat de co-traitance de travaux R&D, 2 CRO travaillent ensemble pour répondre à un appel d'offres, par exemple. Et la convention CIFRE, donc c'est partenariat avec l'école doctorale. C'est un partenariat avec une école doctorale sous le financement et sous le contrôle de l'ANRT. Vous embauchez un doctorant et vous êtes financé à 50% par l'ANRT. Je passe brièvement sur les outils de négo qu'on met pas souvent en. Moi, je suis pas un grand fan, mais on peut les utiliser. Il y a différents, ce qu'on appelle des avant-contrats qu'on peut mettre en place pour fluidifier la négociation, engager les parties. Le pacte de préférence, par exemple, c'est, quand une partie va s'engager à proposer prioritairement à une autre de faire le projet avec elle. Hem, le pacte de préférence, on va aussi le retrouver, sous forme de clauses et ce qu'on appelle les droits de préemption. Hem, heu, la lettre d'intention qu'on utilise beaucoup trop, les mémorandums, d'entente, donc les MOU, qu'on utilise beaucoup trop. Ces documents sont censés servir à engager les parties à entrer dans une négo. C'est pas des documents qui sont censés servir à encadrer un partenariat. C'est uniquement pour dire: «OK, nous, notre intention, c'est de négocier un partenariat». Heu Sachant que les lettres d'intention, il faut parfois les utiliser. Ça peut venir en appui, encore une fois, d'un dossier de financement. Ça peut venir en appui, si vous êtes une plus grosse structure et que vous voulez présenter à votre conseil d'administration quelque chose, la lettre d'intention, elle va montrer au conseil d'administration que oui, vous êtes sur la bonne voie. On a l'accord partiel où les parties s'engagent sur certains points, d'ores et déjà. Mais ils vont être intégrés dans un contrat final et la promesse de contrat. Alors la promesse de contrat, vous avez déjà défini tous les éléments essentiels. Il faut juste que la personne donne son consentement dans une certaine période. Si vous avez l'habitude des partenariats R&D, ce que je viens de décrire, ça vous parle. Pas sous forme de contrat, mais ça vous parle sous forme de clause. C'est ce qu'on appelle les options. Quand je vous dis: «Je vous donne une option de licence à, 100 000 € par an, sur le brevet, et que vous devez me, soulever l'option, dans les 12 mois suivant la fin du projet», je vous ai fait une promesse de contrat. L'élément essentiel est déterminé. Vous avez le prix, vous avez le titre, vous avez la durée et vous avez, la durée pendant laquelle vous pouvez donner votre consentement. Donc là, on ne parle pas d'une promesse de contrat puisque enfin, on parle pas. Disons que c'est pas un document, à part entière, mais ce principe-là, on le retrouve beaucoup plus souvent dans les clauses elles-mêmes. Hem, j'ai fait le tour. Alors je suis passé, on n'a vraiment pas beaucoup de temps,
si jamais vous voulez entrer, avant qu'on parle de questions et de réponses, si jamais vous voulez entrer dans le détail de, comment dire? De ce qu'on vient de discuter, j'aurai une version, plus détaillée du PowerPoint, notamment pour vous aider à cadrer vos projets, que je pourrais vous transmettre. Pour ça, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Hem et on va sûrement faire de nouveaux webinaires où on ciblera plus spécifiquement, par exemple, la gestion de l'API dans un contrat de partenariat. Là, c'est vraiment, on a un public assez hétéroclite aujourd'hui, donc j'ai essayé de balayer la mise en place d'un partenariat. Mais voilà, si vous voulez qu'on aborde un sujet plus en détail ou que je réponde à vos questions, c'est le moment. Alors juste, je vais du coup revenir sur le chat. Vous avez normalement un onglet questions. Vous pouvez inscrire vos questions. On y répondra au fur et à mesure. Bien évidemment, ce qu'on a mis tout à l'heure sur le chat, le replay de l'événement ainsi que la présentation vous sera envoyée. Ainsi que les versions plus complètes, je vois qu'il y a des demandes. Alors, on me demande comment, enfin, qu'est-ce qu'on met comme objet de discussion dans les accords de confidentialité? Alors, effectivement, il y a toute une thématique, enfin, il y a tout un exercice pour ne pas trop en donner, qui puisse mettre en péril votre projet. Je vais prendre un exemple, vous avez une idée, d'application de la technologie de votre partenaire. Votre partenaire a développé un produit qui est très bien. Il n'exploite pas le secteur de marché que vous voudriez exploiter. Alors, tout l'exercice va être de dire, ben, moi, je voudrais utiliser votre technologie dans une application cosmétique. Vous n'allez pas dire pour cibler la cible, machin, et obtenir tel effet, puisque vous allez tuer en fait votre sécurisation de l'information, puisque vous avez divulgué l'information. Et ça peut paraître évident, mais j'ai pas mal de gens qui ont tendance à... Enfin, j'ai vu pas mal de gens qui ont tendance à envoyer un accord de confidentialité pas signé avec le dossier d'info dans le même mail. Alors, un contrat, c'est peut-être assez évident, mais il doit être signé pour entrer en vigueur. Le fait d'envoyer un accord de confidentialité pas signé avec les infos, vous tuez votre projet. Donc vous, quand vous allez écrire, et alors moi j'accompagne souvent là-dessus, quand vous allez devoir définir, ce qu'on appelle l'objet des discussions dans l'accord de confidentialité, heu vous allez essayer de trouver le juste milieu. Il y a pas de réponse en fait. Je me rends compte que je suis en train de dire qu'il y a pas de réponse à la question. Mais, il faut essayer de trouver voilà le juste milieu pour pas trop en dire et en même temps, suffisamment pour que la personne veuille signer. Type témoignage, webinaire par le question relative à des prestations de type témoignage, webinaire par le partenaire prestataire peut être ajouté. Oui, alors moi j'ai une clause, enfin j'ai une clause. Je mets régulièrement une clause à la demande des clients qui s'appelle référence commerciale. On peut l'appeler publication, on peut l'appeler comme on veut. Heu tout ce qu'il faut, si c'est à vous qu'on demande, alors si vous êtes prestataire, il ne faut pas vous s'engager sur trop de choses. Il faut avoir le droit de ne pas citer le partenaire. Si vous mettez que, le partenaire sera cité dans le webinaire où on présentera le produit, si entre temps vous avez changé d'avis, que ce soit vous le prestataire ou la personne qui exploite, si entre temps vous avez changé d'avis, ben, il faut pas que vous soyez engagé parce que si vous avez marqué dans votre clause la personne sera citée dans le webinaire, vous vous êtes engagé juridiquement en signant le contrat à la citer dans votre webinaire. Inversement, une clause bien rédigée, ça pourrait être à la demande du donneur d'ordre, le prestataire pourra être cité à des fins commerciales dans le webinaire, sans que cela ne constitue une obligation pour le donneur d'ordre. Voilà, vous êtes donneur d'ordre, vous avez engagé votre prestataire à autoriser cet usage, mais vous vous êtes pas engagé là-dessus. Alors ça, c'est pour les références. Maintenant, si vous voulez qu'ils interviennent dans un témoignage ou un webinaire dans le sens venir le faire
En présentiel, là, c'est simple, il faut le prévoir comme si c'était une tâche du projet. Vous allez définir combien de temps il vient, dans quelle modalité, et si vous allez le payer pour ça ou pas. Alors si vous allez le payer pour ça ou pas, c'est important, hein, parce que si vous ne le dites pas, c'est payant. Si vous ne mettez pas que c'est à titre gratuit, le prestataire s'engage à accepter de venir faire ci, faire ça. Si toutes les autres prestations du contrat sont à titre onéreux sur devis, celle-là aussi. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Mais oui, on peut tout prévoir dans le même contrat. Comme je disais au début, le titre n'a pas d'effet juridique. On met ce qu'on veut dans un contrat. Enfin, ce qu'on veut. Attention, je sens que quelqu'un va prendre un extrait de ça et me le remettre. Donc, on met ce qu'on veut. Disons que vous pouvez mélanger les contrats. Vous pouvez prévoir l'exploitation et le partenariat dans le même contrat. Vous pouvez prévoir et les travaux de R&D, je veux dire. Vous pouvez prévoir les travaux de R&D et le témoignage dans le même contrat, ça ne pose pas de problème. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Si je vais vous laisser, alors, tac, 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 le lien. Juste pour compléter, on vous enverra par message le lien vers le replay de l'événement, ainsi que la présentation plus sommaire, enfin la présentation telle qu'elle a été faite. J'ai noté 2-3 demandes de présentation plus complète, celle dont parlait Joachim. Si vous souhaitez avoir une version plus complète, vous nous répondrez par mail que vous la souhaitez, on vous l'enverra bien évidemment. Et si vous souhaitez approfondir un point en particulier, on vous indiquera également un lien pour prendre rendez-vous. Bien évidemment, nos coordonnées sont à disposition. Et vous pouvez prendre rendez-vous pour nous présenter ou si vous avez une question très particulière. Si jamais, au besoin, le lien pour prendre rendez-vous, il est là. Je vous le renverrai par mail. Si jamais vous souhaitez qu'on discute d'un besoin en particulier, n'hésitez pas. J'espère que c'est instructif. Si vous avez d'autres questions, je suis toujours disponible. Et on vous garde dans la liste pour vous proposer nos prochains webinaires. On va essayer d'en faire un tous les mois, idéalement. Donc voilà, merci beaucoup. Bonne journée. Merci à tous. Au revoir.